La politique d'Aristote, livre 3e, chapitre 12, du gouvernement parfait ou de l'aristocratie. Point de suspension, lacune. Des trois constitutions que nous avons reconnues bonnes, la meilleure doit être nécessairement celle qui a les meilleurs chefs. Tel est l'état où se rencontre par bonheur une grande supériorité de vertus, que d'ailleurs elle appartienne soit à un seul individu, à l'exclusion de tous, soit à une race entière, soit même à la multitude, et où les uns savent obéir aussi bien que les autres savent commander dans l'intérêt du but le plus noble. Il a été démontré précédemment que, dans le gouvernement parfait, la vertu privée est identique à la vertu politique. Il n'est pas moins évident qu'avec les mêmes moyens et les mêmes vertus qui constituent l'homme de bien, on peut constituer aussi un État entier, aristocratique ou monarchique, d'où il suit que l'éducation et les mœurs qui font l'homme vertueux sont à peu près les mêmes que celles qui font le citoyen d'une république ou le chef d'une royauté. Ceci posé, nous essaierons de traiter de la République parfaite, de sa nature et des moyens de l'établir. Quand on veut étudier cette question avec tout le soin qu'elle exige, il faut. La suite manque, hélas. Fin du livre 3e. Livre 4e, Théorie générale de la cité parfaite. Ce livre est ordinairement placé le 7e. Chapitre 1er, sommaire, Théorie de la République parfaite. Recherche préliminaire de la vie la plus parfaite, division des biens dont l'homme peut jouir, biens extérieurs, biens de l'âme, supériorité de ces derniers. Le bonheur est toujours en proportion de la vertu, les faits et la raison le prouvent. Quand on veut étudier la question de la République parfaite, avec tout le soin qu'elle exige, il faut d'abord préciser quel est le genre de vie qui mérite surtout notre préférence. Si on l'ignore, on doit nécessairement ignorer aussi quel est le gouvernement par excellence, car il est naturel qu'un gouvernement parfait assure aux citoyens qu'il régit, dans le cours ordinaire des choses, la jouissance du bonheur le plus parfait que comportent leurs conditions. Ainsi, convenons d'abord quel est le genre de vie qui serait préférable pour tous les hommes en général, et nous verrons ensuite s'il est le même ou s'il est différent pour la masse et pour l'individu. Comme nous pensons avoir montré suffisamment dans nos ouvrages exotériques ce qu'est la vie parfaite, la vie la plus parfaite, nous appliquerons ici nos principes. Un premier point que personne ne saurait contester parce qu'il est de toute vérité, c'est que les avantages dont l'homme peut jouir, se divisant en trois classes, avantages qui sont en dehors de lui, avantages du corps, avantages de l'âme, le bonheur consiste dans la réunion de tous ces biens. Personne ne serait tenté de croire au bonheur d'un homme qui n'aurait ni courage ni tempérance, ni justice ni sagesse, qui tremblerait au vol d'une mouche, qui se livrerait sans réserve à ses appétits grossiers de soif et de faim, qui pour le quart d'une obole serait prêt à trahir ses amis les plus chers, et qui, non moins dégradé en fait d'intelligence, serait déraisonnable et crédule autant qu'un enfant ou un insensé. On concède sans peine tous ces points quand on les présente ainsi. Mais dans la pratique, on ne s'accorde ni sur la mesure ni sur la valeur relative de ces biens. On se croit toujours assez de vertu pour peu qu'on en ait. Mais richesse, fortune, pouvoir, réputation, à tous ces biens-là, on ne veut jamais de bornes en quelque quantité qu'on les possède. Aux hommes insatiables, nous dirons qu'ils pourraient ici se convaincre sans peine par les faits mêmes que les biens extérieurs, loin de nous acquérir et de nous conserver les vertus, sont au contraire acquis et conservés par elles. Que le bonheur, soit qu'on le place dans les jouissances ou dans la vertu, ou bien dans l'un et l'autre à la fois, appartient surtout aux cœurs les plus purs, aux intelligences les plus distinguées, et qu'il est fait pour les hommes modérés dans l'amour de ces biens qui tiennent si peu à nous, plutôt que pour les hommes qui, possédant ces biens extérieurs fort au-delà des besoins, restent pourtant si pauvres des véritables richesses.
Indépendamment des faits, la raison seule suffit à bien démontrer ceci. Les biens extérieurs sont une limite comme tout autre instrument, et les choses qu'on dit si utiles sont précisément celles dont l'abondance nous embarrasse inévitablement ou ne nous sert vraiment en rien. Pour les biens de l'âme, au contraire, c'est en proportion même de leur abondance qu'ils nous sont utiles, si toutefois il convient de parler d'utilité dans des choses qui sont avant tout essentiellement belles. En général, il est évident que la perfection suprême de choses que l'on compare pour connaître la supériorité de l'une sur l'autre est toujours en rapport direct avec la distance même où sont entre elles ces choses dont nous étudions les qualités spéciales. Si donc l'âme, à parler d'une manière absolue, et même relativement à nous, est plus précieuse que la richesse et que le corps, sa perfection et la leur seront dans une relation analogue. Suivant les lois de la nature, tous les biens extérieurs ne sont désirables que dans l'intérêt de l'âme, et les hommes sages ne doivent les souhaiter que pour elle, tandis que l'âme ne doit jamais être considérée en vue de ses biens. Ainsi, nous regarderons comme un point parfaitement accordé que le bonheur est toujours en proportion de la vertu et de la sagesse et de la soumission à leurs lois, prenant ici pour témoin de nos paroles Dieu lui-même, dont la félicité suprême ne dépend pas de biens extérieurs, mais est tout en lui-même et dans l'essence de sa propre nature. Aussi la différence du bonheur à la fortune consiste nécessairement en ce que les circonstances fortuites et le hasard peuvent nous procurer des biens placés en dehors de l'âme, tandis que l'homme n'est ni juste ni sage au hasard ou par l'effet du hasard. Une conséquence de ce principe appuyé sur les mêmes raisons, c'est que l'état le plus parfait est en même temps le plus heureux et le plus prospère. Le bonheur ne peut jamais suivre le vice, l'état non plus que l'homme ne réussit qu'à condition de la vertu et de la sagesse. Pour l'état, le courage, la sagesse, la vertu se produisent avec la même portée, avec les mêmes formes qu'elles ont dans l'individu, et c'est même parce que l'individu les possède qu'il est appelé juste, sage et tempérant. Nous ne pousserons pas plus loin ces idées préliminaires. Il nous était impossible de ne point toucher ce sujet. Mais ce n'est pas ici le lieu de lui donner tous les développements qu'il comporte. Ils appartiennent à un autre ouvrage. Constatons seulement que le but essentiel de la vie pour l'individu isolé, aussi bien que pour l'État en général, c'est d'atteindre à ce noble degré de la vertu de faire tout ce qu'elle ordonne. Quant aux objections qu'on peut adresser à ce principe, nous n'y répondrons point dans la discussion actuelle, comptant les examiner plus tard, s'il subsiste encore des doutes après qu'on nous aura entendus.